Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 379e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 370e édition de la série, nous avons retenu pour thème Enseignement supérieur en Haïti, quel défi? Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager le plateau avec deux leaders de l'enseignement supérieur. Nous disons leaders parce qu'ils sont deux membres fondateurs d'une organisation appelée Corpua. Je pense que c'est une très bonne initiative et nous accueillons encore avec plaisir et beaucoup d'honneur ces deux leaders. Monsieur Charles, bienvenue à votre émission. Monsieur Payan, nous vous remercions de l'opportunité que vous nous accordez pour présenter la Corpua. Et nous disons bonjour, bonsoir aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux internautes. Monsieur Prévillon, bienvenue. Merci. Donc, je dis également bonjour, bonsoir aux téléspectateurs et spectatrices de Télé Guinée et aux internautes. Donc, j'accueille avec intérêt l'opportunité qui m'est donnée de prendre part à cette émission, une émission sur l'enseignement supérieur, une émission sur la Corpua. La Corpua, ce regroupement universitaire qui fait face à de grands défis. Merci. Encore une fois, nous disons bienvenue. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit l'inscription son locale de 9h à 4h PM. Donc, ceux qui voudraient intégrer la corporation, ils peuvent le faire. L'Ordre organise aussi un événement mensuel sur le label Jeudi mensuel de l'expert comptable. Cet événement est ouvert au grand public, aux professeurs, étudiants, chercheurs, hommes d'affaires et aux membres de la corporation.
Et il y a des thèmes divers qui sont développés par des spécialistes, des chercheurs. L'ordre est aussi ouvert pour des séminaires et également des cours de formation à la carte. À chaque émission, nous développons pour les téléspectateurs un concept. Nous apportons une clarification sur un thème. Nous avons aujourd'hui à vous parler de véhicules de service et véhicules de fonction. Ces deux éléments font partie de ce qu'on appelle avantages en nature, qui normalement sont concédés à un employé ou un cadre. Donc, lorsqu'une entreprise, une institution, met un véhicule à disposition d'un cadre, eh bien, il y a deux possibilités. Il peut s'agir d'un véhicule de service, auquel cas le véhicule est affecté exclusivement aux besoins de l'institution. Il n'y a aucun avantage particulier, aucun usage personnel. Cependant, lorsqu'on parle de véhicules de fonction, eh bien, il y a un usage à la fois professionnel et personnel. Et dans ce cas particulièrement, l'usage personnel est taxé, est imposé. Ça veut dire, lorsqu'on dispose d'un véhicule de fonction, eh bien, nécessairement, il y a une portion qui va affecter la déclaration d'impôt sur le revenu. Comment déterminer le coût de cet avantage? Eh bien, on prendra en compte l'amortissement du véhicule, le coût d'entretien du véhicule et également les frais pour le carburant. Ces frais mensuels, globalement déterminés, eh bien, la portion d'usage personnel va affecter la déclaration d'impôt du bénéficiaire. Donc, encore une fois, ceci peut également aider l'État à mieux gérer, à rendre plus sobre aussi, c'est les fonctionnaires qui ont accès aux biens de l'État. L'émission a pour thème Enseignement supérieur en Haïti, quel défi? D'entrée de jeu, on ne peut pas développer ce pays, un pays sans l'éducation. On ne peut pas avoir de cadre bien formé sans l'éducation. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, nous avons demandé à nos invités, M. Jean-Robert Charles et M. Edgar Prévillon, de nous dire brièvement comment ils ont pu arriver à mettre sur pied cette organisation appelée Corpua, qui regroupe 18 universités, tant du secteur privé que public. Encore une fois, merci M. Payan pour cette grande opportunité à nous accorder. La Corpua est née d'un constat d'échec du système de l'enseignement supérieur haïtien. De 1920, date, je dirais, de manière légale de la constitution de l'enseignement supérieur par un décret du gouvernement d'alors, et repris en 1960 par le gouvernement de François Duvalier et consacré dans la Constitution de 1987 avec une ouverture vers le secteur privé. On a assisté de 1986, je dirais à aujourd'hui, à un constat d'échec de ce système. En revanche, on pourrait dire, si nous remontons aux années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 80, on peut dire que l'enseignement supérieur haïtien
avait une valeur de référence dans la Caraïbe et même pour l'Afrique francophone. Il y a des Africains qui venaient étudier en Haïti, il y a des Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, qui venaient étudier en Haïti. Mais nous avons constaté, depuis ces 3 décennies, le système ne produit pas les effets escomptés après 1986. Au contraire, nos diplômes qui étaient valorisés sont maintenant dévalorisés. On peut s'en souvenir, un étudiant en médecine en Haïti pouvait passer son examen de médecine en Haïti et intégrer n'importe quel hôpital aux États-Unis. Cela prouve que l'enseignement que nous avons dispensé à cette époque était d'une certaine valeur, au point que même les États les plus avancés en termes d'enseignement supérieur accordaient un crédit à notre système. Mais nous constatons maintenant à une situation insoutenable, une situation qui n'est pas favorable au développement de l'État-nation. L'enseignement supérieur, c'est le creuset où l'on forme les citoyens et les citoyennes. C'est le laboratoire où l'on produit des hommes et des femmes capables de contribuer au développement d'une nation, d'une société. Qu'est-ce que nous sommes en train d'observer de nos jours? Eh bien, le système n'est pas capable. Nous nous sommes interrogés pour savoir maintenant de quoi il s'agit. C'est de ce constat que des professeurs commençaient à réfléchir. Et cette réflexion remontait en 2003. En 2003, il y a une tentative de créer une première corporation appelée CREPU. Mais vous savez, en Haïti, les choses ne sont jamais faciles. C'est toujours un combat pour réunir plusieurs intellectuels de même tendance, je dirais, de même profession, pour créer quelque chose de solide, de crédible, de durable pour ce pays. La CREPU a traîné pendant des années et les objectifs pour lesquels elle était fondée, ces objectifs n'étaient pas atteints. Après 2010, les événements qui ont bouleversé le pays suite au tremblement de terre très meurtrier, il y a des réflexions encore devant conduire à la création de Corbuya. Disons 2011-2012, on a créé encore une autre corporation. Et 2012 à 2017 encore, cette deuxième corporation n'a pas produit tous les effets escomptés. Et en 2017, nous nous sommes dit, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons regrouper nos énergies, nos moyens, nos ressources pour créer une institution au service de la nation. Certains d'entre nous, nous avions pris notre bâton de pèlerin, nous avons fait le tour des universités de la République et finalement, en juillet 2017, il y a une fusion. Donc, les 2 premières conférences ont fusionné pour devenir la Corbuya, qui est la conférence des recteurs, des dirigeants des institutions haïtiennes d'enseignement supérieur. Cette institution se donne comme mission de contribuer à la modernisation, à la rénovation du système de l'enseignement supérieur. Nous avions entrepris des démarches pour doter cette institution de la puissance publique. Parce que nous pensons, pour rentrer dans ce combat, il faut avoir maintenant
les éléments nécessaires. On a entrepris des démarches auprès du gouvernement de la République et en décembre 2017, un arrêté a été publié reconnaissant à la Corpua le statut d'utilité publique. Donc, ce qui donne à cette institution ce que je disais, la puissance publique, et pour lui permettre de devenir un interlocuteur valable, crédible, pour rentrer dans ce chantier de modernisation et de rénovation du système de l'enseignement supérieur. Donc, je m'arrête pour passer la parole au secrétaire exécutif, le professeur Edgar Brévillon, pour la suite. Vous avez bien en principe fait état de l'historique de la Corpua, qui est la conférence des recteurs, des présidents d'universités en Haïti. Mais alors, la Corpua regroupe 18 universités. C'est-à-dire, pour être membre de la Corpua, il faut que ce soit une institution universitaire. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de participation individuelle. C'est une institution qui est représentée. Tout à fait. Maintenant, comment l'université, on ne parle pas de, je dirais, c'est un échantillon significatif, mais il y a beaucoup plus que ça en termes de centre d'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a une tentative, une démarche en cours visant à élargir le membership de la Corpua? Donc, professeur Payan, si vous permettez, je commencé à répondre à une question ça, et puis je passé. Oui, pour compléter. Le professeur pour compléter. Mais avant que je réponde à cette question ça, je voulais tourner, je voulais revenir sur un certain nombre d'éléments contextuels. Très bien. Parce que ces éléments-là sont importants pour comprendre, pour mettre au jour les défis auxquels fait face l'enseignement supérieur en Haïti. Parce que, avec la Constitution de 87, la Constitution de 87 a rendu caduque la loi de 1960 qui existait sur l'enseignement supérieur. Or, cette loi ne reconnaissait qu'une université, l'université publique, l'université d'État. Donc, cette loi étant rendue caduque par la Constitution de 87 qui reconnaissait l'initiative privée, c'est-à-dire que le secteur se retrouve 30 ans après, sans cadre légal et sans cadre réglementaire. Ça, c'est un premier défi. Donc, un défi de gouvernance qui est extrêmement important. Or, ce défi est d'autant plus important qu'avec les progrès qu'on a enregistrés au niveau de l'enseignement secondaire, les flux de diplômés de secondaire sont devenus de plus en plus grands et la demande en enseignement supérieur est de plus en plus forte. Et pour répondre à cette demande-là, il y a eu vraiment toute une prolifération anarchique d'écoles dites universités, d'écoles dites d'enseignement supérieur. Et la régulation de ces écoles, la régulation de ces développements, de ces flux, n'est pas faite dans la mesure où il n'existe pas de loi cadre de l'enseignement supérieur pour le moment. Donc, je voulais revenir sur ces éléments contextuels, c'est pour faire voir maintenant ce défi de gouvernance. Donc, les quelques institutions qui font des efforts pour avoir vraiment un enseignement de qualité, qui essaient de mettre en place des structures de recherche, pour essayer d'avoir, par exemple, de se mettre plus ou moins pas, d'avoir une envergure tout au moins régionale, compte tenu du fait de la globalisation de l'enseignement supérieur, voir maintenant leur crédibilité en train d'être entamée par cette nouvelle situation. Donc, c'est un défi qui est extrêmement élevé, qui est vraiment important, et je crois que lorsqu'on parle vraiment de l'enseignement supérieur, ce défi de gouvernance, également ce défi de qualité, parce qu'il n'existe pas de cadre. Donc, les enseignements de premier cycle, c'est quoi un enseignement de premier cycle, c'est quoi un enseignement de deuxième cycle, c'est quoi un enseignement de troisième cycle, qu'est-ce qu'il faut pour être université, qu'est-ce qu'il faut pour être tout ça à l'université. Donc, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de réglementation. Donc, on se retrouve vraiment dans, je dirais, dans une savane. Et le système évolue, il navigue à vue, pas d'éléments de pilotage, rien, pratiquement rien. Donc, pour moi, ce sont des éléments contextuels qui sont importants dans un débat, dans toute vraiment considération de l'enseignement supérieur. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, qui était la question de... Élargir le membership de la Corpua. Vous êtes à 18 maintenant. Oui, on a 18. Et je crois qu'il y a eu des demandes qui sont en cours. Et la Corpua est en train
d'abord de se structurer davantage, de mettre en place, de resserrer un petit peu ces mécanismes, de développer son secrétariat exécutif, de rendre le bureau de la COPUA, qui est l'instance qui vraiment se charge de l'opération de la COPUA, est en train de se fortifier. Donc, la COPUA, pour le moment, n'accueille pas, mais la COPUA est ouverte. Probablement dans 6 ou 7 mois, peut-être, la COPUA va pouvoir augmenter ses membres, mais pour le moment, le COPUA est en train de venir dans une politique de structuration, parce que la COPUA veut aussi qu'elle mette en place des mécanismes et des procédures qui soient comparables à l'échelle internationale. Très bien. Elle dit que si une université est devenue membre de la COPUA, les enseignements que font la COPUA, c'est-à-dire que ces types d'enseignements doivent être reconnus, par exemple, et au niveau régional et au niveau international. Donc, je ne sais pas si le professeur Charles a complété. Je voudrais compléter, mais en apportant des éléments quand même d'information. Et nous sommes pour le moment 18 institutions. L'approche que nous avons adoptée, c'est une approche institutionnelle. Donc, ce n'est pas une personne qui est membre de COPUA, mais c'est une institution universitaire. Nous avons accueilli 6 universités publiques. Donc, il y a l'Université d'État d'Haïti et les universités publiques en région, ce que l'on appelle actuellement les UPR. Donc, les UPR ont été créés dans les années 2007-2008, mais qui n'ont pas le même statut que l'Université d'État d'Haïti. Mais les UPR et l'Université d'État d'Haïti sont des universités publiques parce qu'elles toutes sont financées par le Trésor public. Donc, elles sont 6 à être membres de la COPUA. Et il y a aussi 12 universités privées, dont l'Université Notre-Dame, Quisqueya, Épiscopale, et Université Caraïbe, Université de la Renaissance, Université UNICA, et l'École supérieure infotronique ESE, l'Université autonome de Port-au-Prince, l'Université épiscopale, etc. Donc, la vision de la COPUA, c'est une vision d'excellence. Nous avons compris que nous devons être, je dirais, une référence pour l'ensemble de ce que l'on appelle dans le pays des universités. Parce que moi je dis, avec cette ouverture faite par la Constitution de 87, c'est de bonne guerre. Il y a une demande pour l'enseignement supérieur, mais ce n'est pas pour cette raison que nous devons aller vers une sorte de politisation du système. Donc, la mission de la COPUA, c'est d'être une référence. C'est d'être un modèle pour que dans les 10 ans à venir, que nous puissions avoir dans ce pays un système d'enseignement supérieur capable de rivaliser avec les universités dans la région. Nous sommes dans la Caraïbe et aller au-delà même de la Caraïbe. La COPUA n'est pas un club qui est fermé. La COPUA n'a pas une approche, je dirais, exclusiviste. La COPUA est une institution privée, de droit privé, mais reconnue par un arrêté d'utilité publique, donc qui lui donne ce que j'appelle une sorte de puissance publique. La COPUA doit être ouverte à toutes les institutions, bien sûr, qui répondent aux critères de gouvernance développés par la COPUA. Donc nous sommes en train de nous structurer. Nous avons un secrétariat exécutif qui fonctionne depuis environ 6 mois. Nous avons le conseil d'administration qui fonctionne et nous avons aussi des commissions spécialisées. Donc nous travaillons pour bien structurer cette corporation et après pour nous ouvrir
aux institutions qui répondent aux critères d'excellence développés par la Corpua. Très bien. Et vu l'ampleur de la mission et comment est organisée la Corpua au point de vue et la gouvernance, il y a un président, il y a un mandat, il y a une rotation qui va se faire, une alternance, de façon à pouvoir assurer la pérennité de l'œuvre. Comment c'est organisé? La Corpua dispose de deux instances. Il y a le bureau, qui est l'équivalent du conseil à l'administration. Très bien. Le conseil d'administration comprend un président, un vice-président et 3 membres. Et c'est ce bureau qui s'est adjoint, par exemple, un secrétariat exécutif pour pouvoir remplir un rôle opérationnel. Tout à fait. Et il y a la conférence générale, qui est la plus haute instance, qui est l'ensemble des institutions membres, qui ont cette conférence générale a un rôle d'orientation. Et le conseil administratif n'est là que pour exécuter les orientations, mettre en œuvre les orientations que le bureau a décidé, donc l'organisation a décidé. Alors, le président, il est nommé, les membres du bureau sont nommés pour un mandat de 3 ans. Très bien. Et chaque 3 ans, il y a des élections, que je sache. Donc, si je dis quelque chose, je crois que le président et le vice-président vont pouvoir me corriger, il est plus de 5 mois. Donc, il pourra corriger. Donc, il y a un mandat de 3 ans, donc, et tous les 3 ans. Et je crois qu'une institution ne peut pas briguer plus de 2 fois un mandat. Très bien. Et la Corpua dispose aussi d'un plan stratégique. Bien sûr, la Corpua se dote de mécanismes de gestion administrative, de mécanismes de gestion financière, et la Corpua est en train de s'est dotée d'un plan stratégique qui donne une vision, une mission, ce qu'elle rêve d'être, et ce qu'elle projette, son ambition, comment elle se projette dans l'avenir, quels sont les moyens dont elle dispose, dont elle a besoin pour vraiment atteindre ses objectifs. Je crois qu'effectivement que la Corpua est en train vraiment de s'organiser, de structurer pour vraiment trouver les moyens de son ambition, qui est de devenir un acteur crédible de l'enseignement supérieur haïtien. Très bien. Alors, vu l'importance du sujet et des questions à développer, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 379e édition de la série OCPA Magazine. Émission qui a pour thème Enseignement supérieur en Haïti, quel défi? Nos 2 invités, qui sont membres de la Corpua, un organisme réunissant 18 universités à l'échelle nationale, tant du secteur public que privé. La première partie de l'émission vous a permis de vous renseigner sur, je dirais, la problématique de l'enseignement supérieur en Haïti. Vide, en principe, vide qu'à combler. Je dirais, il y a un projet de loi, après, sur l'enseignement supérieur, déjà voté par la Chambre des députés, c'est bien ça? Et qui reste en principe à avoir l'approbation du Sénat, de manière à pouvoir combler ce vide juridique qui est d'une grande importance, comme l'a signalé nos 2 invités. Donc, à ce carrefour, la Corpua doit, selon un document rendu public, moderniser l'enseignement supérieur en Haïti. Il y a 2 grands défis, le défi de qualité et le défi de la capacité d'accueil. Donc,
tout est une question de concurrence, d'environnement général. Comment les finissants de l'université haïtienne pourront-ils accéder à ce grand marché, tant régional que mondial? Messieurs, à vous de nous dire comment vous allez aborder ce grand problème. Le problème, d'abord, la Corbuya, c'est un projet qui se veut pérenne. Ce n'est pas un projet, je dirais, qui doit être limité dans le temps. Nous autres, les dirigeants de cette institution, nous voulons construire une institution que nous devons léguer à ceux-là qui viendront après nous. Parce que trop souvent en Haïti, ce qui est un élément dans notre échec, c'est que nous n'avons pas de vision sur le long terme. Donc, la Corbuya, c'est un projet à vision sur le long terme. Sa vision, c'est d'attaquer le système dans sa racine pour le moderniser. Parce que pas de développement social, pas de développement économique, pas de développement politique sans l'enseignement supérieur. Comme j'avais dit, c'est le creuset, c'est le laboratoire où l'on forme des hommes. Et ce sont les hommes qui créent la richesse. Donc si les hommes sont mal formés, eh bien, on peut dire, en gros, il n'y aura pas de richesse. Donc, la Corbuya, dans son plan de développement stratégique, qui sera voté dans son assemblée générale ordinaire à la fin de ce mois de septembre, il y a un projet sur 10 ans, 2018-2028. Ce projet porte sur 2 grands axes. Le premier axe, c'est la modernisation des structures académiques. C'est d'avoir des curricula modernes adaptés, axés sur la modernité, l'innovation et les nouvelles technologies. Deuxième axe, c'est la modernisation des infrastructures physiques. Nous pensons que dans les 10 prochaines années, il faudra que la Corbuya soit en mesure de doter le pays de 18, je dirais, universités logées dans des infrastructures modernes. Donc, vous parlez de campus, là. De campus modernes. Nous avons un chiffre. Nous pensons que c'est modeste parce que nous devons tenir compte de l'environnement économique, l'écosystème économique dans lequel nous nous trouvons. Nous avons pensé maintenant, avec 10,5 milliards de gouttes, dans 10 ans, on peut arriver à construire des infrastructures de qualité. Parce qu'un enseignement de qualité doit se donner dans des infrastructures physiques de qualité. Nous travaillons également sur la modernisation en termes juridiques, parce que la Corbuya est impliquée dans le lobby autour de la Chambre pour le vote des textes de loi. Parce que 30 ans dans un vacuum, ça favorisait la situation que nous connaissons. Donc, nous allons continuer à faire les lobbies pour que le texte qui est voté par la Chambre des députés soit voté par le Sénat, pour que le système soit doté des règlements juridiques permettant son évolution. Donc, à l'interne, nous travaillons également parce que nous avons une commission spécialisée de gouvernance qui travaille maintenant sur l'ensemble des éléments de gouvernance du système. Nous avons également des commissions qui travaillent sur l'accréditation. Quels sont les critères que nous devons développer pour accréditer d'autres institutions? Donc, ce sont des projets à moyen et à long terme. Donc, nous nous sommes donné 10 ans pour pouvoir réaliser cet objectif. C'est pourquoi j'avais dit au départ, c'est un projet que nous plaçons dans la durée et qui demande un leadership, je dirais, éclairé et progressiste. Très bien. Mais alors,
on parle de modernisation des infrastructures physiques. Les deux catégories de membres n'ont pas la même contrainte. D'un côté, il y a l'université privée, pas vrai, et de l'autre, il y a l'université d'État d'Haïti. Donc, le second groupe, pas vrai, l'université privée, doit avoir accès, je dirais, au financement. C'est ça. Et le premier groupe, l'université d'Haïti et les universités en région, ce groupe, pas vrai, doit en principe répondre au contenu de politique publique. Est-ce que l'accord PUA va pouvoir, d'un côté, influencer le côté financement, et de l'autre, le côté définition politique publique? Comment l'accord PUA va-t-elle s'y prendre? Je crois que dans les projets, pour répondre de manière spécifique, dans les projets, dans les lois qui sont déjà votées par la Chambre des députés, il y a une ouverture qui est faite sur la question de financement. C'est-à-dire que les universités, les centres d'enseignement supérieur non publics auront accès à des mécanismes bien précis de financement. De subvention. De subvention. Très bien. Et naturellement, par rapport à ces mécanismes-là, ça peut prendre plusieurs formes. Forme d'allocation, forme de subvention. Très bien. Donc, et je crois qu'il y a et je crois que l'accord PUA va faire également des propositions en ce qui concerne la mise en route de modalités de financement bien précises et qui doit être favorable, par exemple, faciliter, par exemple, le financement et des centres d'enseignement supérieur privés ou encore non publics. J'ajouterai également, l'accord PUA compte sur deux sources de financement. D'abord, comme si ma mémoire est bonne, je crois que c'est l'article 43 ou 23 de la loi sur l'enseignement supérieur qui est déjà voté. Je me souviens du numéro de l'article. Oui, qui crée cette ouverture, qui permet maintenant aux institutions non publiques de l'enseignement supérieur d'aller chercher du financement au niveau du trésor public. Très bien. Mais il y a maintenant le secteur privé haïtien, le secteur financier privé haïtien et le secteur international. Au niveau du secteur privé financier haïtien, l'État dispose des institutions financières auxquelles l'accord PUA doit s'adresser. Parce que l'accord PUA, institution non publique, mais est au service de la nation. Les gens qui sont formés par l'accord PUA, par les universités de l'accord PUA, sont formés pour la République. Ce sont des citoyens, donc nous avons pour obligation, en élaborant des plans d'action bien montés, des plans d'affaires, d'aller vers ces institutions financières publiques. Notamment, il y a ONA, il y a FDI. Et du côté de l'international, nous sommes en train d'explorer maintenant la possibilité d'aller vers les institutions financières internationales, notamment la BID et la Banque mondiale. Parce que la tradition, c'est que ces institutions ne sont pas intéressées dans le passé à l'enseignement supérieur. C'était d'abord les 6 premières années de l'éducation. Mais le temps a démontré que l'orientation était mauvaise. Parce que s'il faut avoir de bons maîtres dans les écoles primaires, il faut les former à l'université. Donc il faut donner à l'université les moyens nécessaires pour former ces maîtres. Si ces maîtres sont mal formés, quelles que soient les ressources qu'on injecte dans le niveau fondamental, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc au niveau de cette communauté internationale, eh bien, le paradigme commence à changer. Ils pensent maintenant qu'il y a la possibilité de financer l'enseignement supérieur qui doit irriguer en amont l'enseignement secondaire, primaire et préscolaire. Donc c'est pourquoi nous autres, en tant que corporation, nous voulons être sérieux, nous voulons être crédibles, nous voulons être bien structurés pour pouvoir nous adresser à ces institutions. Donc c'est le bien principe des vases communicants. Très bien. Oui. Et professeur Payen, je voudrais revenir sur une dimension de la question modernisation d'enseignement supérieur. Très bien.
Et tout à l'heure, le professeur, le recteur Charles a bien développé et ce que cela veut dire en termes de transformation de l'environnement d'apprentissage. C'est-à-dire que des programmes, des programmes bien bâtis, des enseignants bien formés, des infrastructures adéquates pour faciliter l'acquisition de compétences et des apprentissages nécessaires vraiment pour la formation des jeunes. Mais je crois que le maître mot ici, c'est, quand on parle de modernisation de l'enseignement supérieur, et surtout pour l'université haïtienne, c'est pour l'université haïtienne de pouvoir délivrer un enseignement et une recherche socialement pertinente. C'est-à-dire que l'université ne peut plus rester une affaire de professeurs d'université. L'université est mise en question maintenant par la société. L'université doit pouvoir négocier sa pertinence sociale. L'université doit pouvoir faire des enseignements qui répondent à des besoins. Besoins des collectivités, besoins des entreprises privées, besoins des régions, besoins des secteurs économiques, des secteurs sociaux. Donc l'université ne peut plus rester dans sa tour d'ivoire. L'université doit se mettre, comme on dit, en mode 2, qui est vraiment d'aller vers les besoins, les préoccupations de la société. Très bien. Alors c'est bien dit, mais au point de vue international, est-ce que vous avez intégré, je dirais, un réseau international qui pourrait aider la Corpua à dynamiser son action? Tout à fait. C'est déjà un point très positif. La Corpua est déjà reçue comme, je dirais, une entité de l'Agence Université francophone. Nous sommes un partenaire et nous travaillons la main dans la main avec cette institution francophone internationale qui nous renforce et qui va devoir faire des ouvertures pour la Corpua vers le monde francophone. Vers le monde francophone. Et après, nous devons aussi aller à développer des partenariats avec d'autres institutions sœurs, d'autres conférences, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine. Mais avec l'appui de l'Agence universitaire francophone, donc c'est déjà, à mon sens, un appui sûr qui nous permet d'aller sereinement vers l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Très bien. Je voudrais peut-être préciser, ajouter quelque chose, juste peut-être venir avec des exemples. C'est que la Corpua est en partenariat avec la Conférence des présidents des universités, la CPU de la France. Nous sommes aussi en partenariat avec la Conférence des universités francophones de l'océan Indien, de l'Afrique, la CUFA aussi. Et nous sommes en pourparlers avec le Bureau de coopération interuniversitaire du Canada. Et nous sommes également en train de nous ouvrir également sur les groupes américains, qui sont des structures similaires, qui ont vraiment tout un stock de bonnes pratiques à partager et qui peuvent aussi nous accompagner dans le développement des commissions qui sont appelées à être des sources de propositions pour influencer, alimenter la politique publique de l'État. Très bien. Alors, je comprends et effectivement, c'est rassurant de voir comment la Corpua développe son action. Mais alors, on n'a pas à inventer la roue. Absolument. Est-ce que vous êtes inspiré d'une expérience similaire réalisée ailleurs? Bon, et nous pouvons dire oui, parce que nous avions travaillé déjà avec l'ACU, qui est l'association des collèges et universités latino-américaines. Très bien. Donc là, nous nous sommes inspirés de leur pratique de fonctionnement. Et nous comptons également les mettre en œuvre, parce que nous allons avoir notre première assemblée générale ordinaire. Donc il y a un ensemble de décisions qui seront votées et pour pouvoir les appliquer. Parce que nous ne sommes pas une génération spontanée, donc nous voulons quand même nous inspirer des modèles qui ont déjà réussi. Donc là, nous n'avons pas de doute à ce niveau-là. Nous sommes sur un terrain sûr
pour pouvoir avancer vers cette modernisation du système. Si vous permettez, M. Payan, ceci est grave, c'est une opportunité pour nous de le dire. Parce que nous sommes haïtiens, nous devons nous assumer pleinement. Parce que, comme je disais, d'entre Dieu, l'enseignement supérieur haïtien était une fierté. Parce que nous avons produit des hommes qui ont contribué maintenant à la formation des Africains après la période de la décolonisation 1960. Nous avons produit des hommes qui sont allés au Canada, particulièrement au Québec, dans les années 50-60. Je m'en souviens très bien, en 2012, dans une conférence à l'Université de Montréal, nous étions invités, et pour parler maintenant de cette remodernisation de l'enseignement supérieur après les événements de janvier. Eh bien, le recteur de l'université, qui devait nous offrir un dîner, après avoir, dans son discours, il a dit, messieurs, je suis redevable envers vous. Nous sommes étonnés. Il dit, je suis redevable envers vous. Nous attendons la suite. Il dit, celui qui m'a formé, c'est un Haïtien. Celui qui m'a formé, c'est un Haïtien. Et heureusement, sa fille est devenue gouverneur du Canada. C'était le père de Mme Jean, dans les années 60, qui avait immigré au Canada et qui était professeur de ce recteur de l'Université de Montréal. Cela nous porte à croire que dans le passé, nous avions un système qui était performant. Et la vision que nous portons à Corbuya, c'est cette vision d'excellence. Et c'est un combat, je dirais, nous rentrer là-dedans sans souffle. Parce que si l'enseignement supérieur n'est pas modernisé, eh bien les 30 ans à venir seront pires que les 30 ans que nous venons de vivre. Les parents également qui écoutent cette émission doivent commencer par se ressaisir pour faire des choix également pour leurs enfants. Parce que envoyer à l'université, c'est un investissement pour l'avenir qui doit produire des dividendes. Mais si l'étudiant est mal formé, eh bien, il n'y aura pas de dividendes, c'est de l'argent perdu. Donc, nous devons, avec l'appui de l'État, et l'État a fait un premier pas en dotant cette institution de la puissance publique par un arrêté, et nous allons continuer également à rencontrer les détenteurs de pouvoir public pour qu'ils comprennent que la Corbuya est un instrument qu'ils peuvent utiliser dans le cadre de la modernisation du système. Très bien. Autrement, nous aurons à perdre encore 30 ans. Donc, nous nous sommes donné cette mission. Ce n'est pas une mission facile. Il y aura beaucoup de difficultés. Nous en avions déjà connu, mais nous travaillons pour que les objectifs au moins soient réalisés dans les 10 années à venir, soit à l'horizon 2028. Très bien. Vous avez fait état de, je dirais, la coopération que vous avez avec la UF et également d'autres institutions reconnues. Mais il y a un grand acteur, le ministère de l'Éducation nationale. Comment sont les rapports entre la Corbuya et ce ministère? Je dirais que les rapports sont cordiaux et bons. Et je dirais au plus haut niveau, parce que les détenteurs du pouvoir politique au plus haut niveau... Je parle du ministère, pas du ministre. Ouais, du ministère. Ministère. Eh bien, considère Corbuya comme un partenaire sûr. Très bien. Nous sommes consultés sur les grands dossiers pour apporter notre lecture. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est notre partenaire privilégié. Tout à fait. Donc la Corbuya ne saurait évoluer sans le ministère de l'Éducation nationale. Et actuellement, je pense que le ministère de l'Éducation nationale ne saurait évoluer en ce qui a trait à l'enseignement supérieur sans la Corbuya, parce que nous avons une expertise, nous avons des compétences que nous pouvons mettre au service du ministère de l'Éducation nationale
quant à la mise, je dirais, en application de sa politique publique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est un partenaire sûr avec lequel nous travaillons, nous allons la main dans la main. Très bien. Alors, moi je suis un peu... Alors il faut les rapports institutionnels, peut-être que est-ce que vous n'avez pas... En 2014, donc la COPUA a été vraiment un co-organisateur des assises de la qualité de l'éducation. Très bien. Et pour les assises 2018 sur l'enseignement supérieur et de la recherche, ce sera encore avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les rapports sont bons, les rapports sont cordiaux, et les rapports ne peuvent être que bons et cordiaux. Très bien. Dans la mesure où, par exemple, qu'avec 219 universités, 200 centres d'enseignement supérieur, avoir un regroupement, ça facilite le dialogue. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment toute une aubaine pour l'État de pouvoir trouver avec quelqu'un, dialoguer, harmoniser, faire passer ses politiques, discuter de la mise en place des politiques. Donc je vois dire que ça ne pourrait être que bon et cordiaux. Oui. Alors c'est le souhait, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir, je dirais, un accord de coopération entre le ministère de la COPUA qui a, je dirais, une personnalité morale. C'est une très bonne question. Mais ça pourrait aider. Est-ce que le fait, là je me risque, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir déjà une reconnaissance d'utilité publique ne vous ouvre pas la porte à un certain nombre de facilités, que ce soit sur le plan fiscal, sur le plan pour la fiscal, COPUA, oui, c'est pour le la fait, COPUA, mais oui. on aurait intérêt à avoir un accord de coopération. Bon. Ce qui faciliterait, je dirais, la continuité des rapports, parce que quelque part, un homme peut faire la différence, dans un bon sens comme un mauvais sens. Ceci faciliterait, à mon sens, je dirais, des rapports institutionnels entre l'État et la COPUA. Eh bien, nous vous donnons la primeur. C'est un scoop. C'est un scoop. Et nous travaillons sur une proposition, je dirais, à faire à la République. Toutes choses étant égales, vu la morosité de l'environnement économique du pays, il n'y a pas vraiment d'activité génératrice de revenus. La COPUA travaille sur une proposition de 10 000 bourses d'études pour les enfants des familles à revenus modérés. Et là, nous allons proposer au ministère de l'Éducation nationale, nous allons faire cette proposition, ce projet, et pour aboutir à un accord. Très bien. Raison, les institutions publiques de l'État, les UPR et l'Université d'État d'Haïti, n'ont pas la capacité pour recevoir les demandes. Parce que par année, il y a entre 150 000 à 200 000 demandeurs d'une place dans l'enseignement supérieur. L'Université d'État d'Haïti a une capacité d'environ 5 à 6 000. Les UPR, je ne sais pas encore le chiffre, qui sont à peu près 9. Donc par conséquent, s'il y a une demande de 150 000 à 200 000, donc le secteur public n'est pas capable de faire l'accueil. Très bien. Donc, il faut s'orienter vers le secteur privé organisé dans la COPUA. Donc, nous disons qu'il faut commencer par un geste. Donc, nous allons soumettre, dès qu'il y aura le gouvernement établi légalement, ce projet pour la rentrée 2018-2019 pour que l'État puisse apporter les moyens nécessaires pour que la COPUA, à travers ces institutions, reçoive 10 000 étudiants. Et nous disons que ce sera un partenariat public-privé et la COPUA a décidé d'absorber 50%. L'État aura apporté 50% et nous apportons 50%. Parce que nous disons nous devons aller vers le social. Nous devons apporter notre contribution dans le cadre de cette modernisation. Parce que plus les jeunes sont formés, bien formés, moins il y aura la délinquance, moins il y aura le chômage, ils seront capables de créer leur propre entreprise. Comme le secrétaire exécutif avait dit, ce n'est pas un enseignement supérieur qui sera modernisé pour moderniser, nous devons aller vers l'innovation. Parce que l'État, avec sa visée, l'État-providence, et c'est quelque chose qui tend à disparaître dans le monde. Donc, il faut que ceux-là qui sortent de l'université deviennent des créateurs d'emplois,
de pouvoir créer leur propre entreprise dans quel que soit leur domaine de formation. Très bien. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission. Waouh. En 2 secondes, le mot de la fin en continuation. Hein. Pourquoi pas? Bon, nous souhaiterions avoir d'autres émissions avec votre programme pour pouvoir mieux présenter l'accord PUA, faire voir au public ce que l'accord PUA peut être pour ce pays dans les 10, 15, 20 ans à venir. Et nous souhaiterions que le pouvoir public aussi accueillera la proposition qui sera faite pour favoriser l'entrée à l'université pour l'exercice 2018-2019 des enfants qui ne pourront pas être reçus dans les UPR et à l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le Président. Oui, c'est aussi mon souhait que notre prochaine émission avec la télé Guinée, c'est quand même communiquer sur du concret. Très bien. C'est-à-dire vous montrer des choses que nous avons fait. Et comme nous aimerions peut-être que les milieux de la société, les différents milieux qui nous écoutent là maintenant, comprennent aussi que si le projet est noble, nous faisons face également à des défis de moyens, défis de pérennisation. Et que tout ce qui vraiment, toutes celles et tous ceux qui croient en l'université, qui croient en l'enseignement supérieur, nous sommes ouverts vraiment à travailler avec eux, parce que nous autres, notre souci, c'est vraiment un bel avenir pour l'enseignement supérieur en Haïti. Et pourquoi pas l'avenir pour Haïti. Pour Haïti. Ainsi prend fin l'émission. À vous, nous disons à bientôt. Et messieurs, bon courage, bonne besogne. Merci.